Il faut s'imaginer un instant pouvoir interviewer le plus grand historien possible sur les toutes premières années d'Internet. Mhm. Quelqu'un qui connaîtrait absolument chaque site web créé, chaque ligne de code et les moindres détails des pires faillites des années 90. Le rêve pour tout passionné de tech, en fait. C'est ça. Sauf que le seul détail, et c'est un gros détail, c'est que cet historien n'était même pas né à l'époque. En fait, il n'est même pas humain. Ah oui, c'est vrai que ça donne le vertige quand on y pense, utiliser la technologie la plus avancée d'aujourd'hui pour décortiquer ses propres origines. C'est complètement méta. Et c'est exactement le point de départ de notre immersion d'aujourd'hui. On va analyser une source vraiment captivante, une vidéo issue d'une chaîne YouTube hyper singulière qui s'appelle Discussion 2IA. Ouais, une chaîne très intéressante qui se présente presque comme un laboratoire expérimental, tu vois. Complètement. C'est géré par un créateur du nom de Patrick Apprend et il s'y livre à un exercice fascinant. Une longue interview où un humain interroge directement ChatGPT sur l'évolution du web. On part vraiment des premiers balbutiements dans les années 90 jusqu'à l'ère actuelle de l'intelligence artificielle. Et ce qui est fort, c'est que ce n'est pas juste un simple échange de questions et de réponses. Non, pas du tout. C'est une vraie tentative de comprendre comment la communication entre les humains et les machines a muté au fil des décennies. Ce qui est génial, c'est qu'on a le fond et la forme en même temps. Sur le fond, on a le récit historique par l'IA. Elle nous rappelle quand même ce passage hallucinant d'environ 16 millions d'internautes en 95 à... À plus d'1 milliard 10 ans plus tard. C'est ça, 1 milliard. Et sur la forme, le format de la vidéo illustre l'aboutissement de cette évolution. On est passé de requêtes tapées dans des barres de recherche toutes tristes à un vrai dialogue fluide. Et c'est là qu'il faut s'arrêter un instant sur l'écosystème de cette chaîne. Discussion de IA. Parce que ça explique toute l'intention de la démarche. Ouais. L'à propos de la chaîne est super transparent là-dessus. Exactement. Ce n'est pas juste une chaîne qui surfe sur la tendance de l'IA pour faire du clic. Selon leurs infos, tout a commencé par une simple discussion. Mhm. Puis c'est devenu un blog, et enfin, cette chaîne YouTube, qui est active depuis avril 2023, ils ont un peu plus de 42 000 vues aujourd'hui, et c'est devenu un véritable espace hybride. Ils font de tout, hein, des documentaires et même des formats audio dans des playlists super spécifiques genre découverte ou motivation. Voilà. Et l'architecture de leur méthode de création en dit long. Il y a une vraie supervision humaine, c'est pas de l'automatisation de masse. Patrick supervise d'abord la rédaction d'un article par ChatGPT. Ouais. Ensuite, il lui donne sa voix, il le lit, puis il lance cette fameuse interview avec l'IA pour creuser un peu plus. Mais le point culminant, c'est ce qui se passe juste après. L'after. C'est vraiment la meilleure partie du concept. La vidéo se termine par un direct de 30 minutes via le chat. C'est là que la magie opère. C'est clair? Ce n'est plus juste une diffusion à sens unique, on y retrouve ceux qui ont connu les vieux modems 56K et qui viennent partager leur nostalgie. Le fameux bruit du modem, inoubliable. Ah, ce bruit strident. Mais il y a aussi une audience beaucoup plus jeune qui vient découvrir une époque qu'elle n'a jamais connue. Ça devient un espace hyper vivant où la parole circule librement. Et ça résonne parfaitement avec ce que Patrick écrit dans sa description. Il dit, je cite, « Je sème une graine, à vous de la faire pousser ». C'est beau? C'est une démarche d'éducation populaire numérique. L'idée, c'est que l'IA n'est qu'une passerelle. Le but, c'est de cultiver un dialogue critique et curieux pour que quiconque écoute puisse comprendre l'avenir sans se sentir dépassé. La genèse. L'invention du World Wide Web par Tim Berners-Lee. La base. L'IA raconte comment les premiers navigateurs, genre Netscape ou les tout débuts d'Internet Explorer, ont soudainement rendu cet espace lisible. C'est un point crucial, ça. Avant le web, pour trouver une donnée, il fallait souvent être physiquement près d'une université ou dans un réseau de chercheurs fermés. C'était hyper élitiste. Totalement. Et le navigateur, il a agi comme une lentille de décodage universel. N'importe quel ordinateur connecté pouvait interpréter le même protocole. C'est vraiment cette standardisation qui a fait exploser les frontières. Sauf que, comme le montre si bien l'interview, cette démocratisation a très vite viré à la folie furieuse. À la fameuse bulle.com. Exactement. Les années 90 et le début des années 2000, l'IA décrit une frénésie absolue. Des startups qui poussaient comme des champignons, des valorisations en bourse qui ne rimaient à rien. Les gens pensaient vraiment que l'économie traditionnelle était terminée. Ouais, et quand on voit comment la bulle a éclaté, avec des milliards évaporés, on pourrait facilement se dire que l'idée même d'Internet était une énorme arnaque à l'époque, non? C'est souvent ce qu'on entend. Mais l'analyse de l'IA dans la vidéo est hyper clinique là-dessus. Elle explique que l'idée fondatrice d'Internet n'était pas du tout surévaluée. La promesse de révolutionner la communication a été tenue. C'est vrai, on le voit aujourd'hui. Le problème, c'était l'ingénierie financière.
Les règles économiques de base avaient été complètement ignorées. C'était le culte de la croissance à tout prix. On évaluait le succès d'une boîte au nombre de vues sur son site, même si elle perdait de l'argent à chaque clic. C'est exactement ça. Les investisseurs jetaient des millions sur n'importe quel projet avec un .com à la fin. Des entreprises brûlaient un capital fou en marketing. On se souvient des pubs hors de prix au Super Bowl pour des sites qui vendaient des croquettes pour chiens à perte. Complètement absurde. Et donc, l'IA souligne bien que l'éclatement de cette bulle, c'était pas un rejet de la technologie, mais un rappel brutal aux lois de la comptabilité. Et pas mal nécessaire au final. Très douloureux, oui, mais ça a forcé l'industrie à se structurer et à exiger de vrais modèles économiques viables. Mais le truc, c'est qu'une fois le marché assaini, le web a continué de grossir, à une vitesse folle. Et là, un nouveau problème est apparu pour l'internaute de base. Comment trouver l'information? Voilà. Le web, c'était devenu une immense bibliothèque où tous les livres étaient balancés par terre. Sans boussole, c'était mort. Et c'est là que la vidéo aborde cette période dingue, la guerre des navigateurs et des moteurs de recherche. Une guerre sans merci. Ce que raconte l'IA, c'est que la survie ne dépendait plus de ton contenu, mais de ta capacité à contrôler la porte d'entrée de ce contenu. Ça rappelle des souvenirs. La liste des combattants, c'est un pur condensé de nostalgie. Yahoo, AOL, Et Ask.com. Ask Jeeves au début, oui. C'est ça. Eux, ils essayaient déjà d'innover en répondant à des questions en langage naturel. C'était précurseur. Et bien sûr, la guerre des navigateurs. Internet Explorer qui écrase tout, puis Firefox qui arrive avec la sécurité, et enfin Chrome. D'ailleurs, Chrome a gagné en grande partie grâce à son infrastructure technique. L'isolation des processus, par exemple, où chaque onglet est indépendant, ça a évité que tout le navigateur plante si une page figeait. Indispensable quand les sites sont devenus si lourds. Voilà. Mais la vraie guerre, c'était l'indexation. Et l'exemple tragique d'AltaVista, cité par l'IA, est fascinant. AltaVista, en 95, c'est une machine de guerre. Ultra rapide, recherche par image, multilingue. Ils avaient la puissance brute, mais leur point faible, c'était le classement. Ils se basaient sur la présence stricte des mots-clés. Si tu cherchais le mot « voiture », le moteur te donnait la page qui répétait « voiture » 1000 fois. Ce qui a donné lieu à des manipulations ridicules de la part des créateurs de sites. Et c'est là que Google arrive, fin des années 90, et renverse la table. Avec le PageRank. Exactement. Et d'ailleurs, dans l'interview, Patrick glisse une anecdote personnelle qui illustre parfaitement ce changement d'époque. Ah oui, son annuaire. Voilà. Il raconte qu'à l'époque de Yahoo, il avait créé un annuaire web spécialisé dans le sport automobile. Des humains qui classaient manuellement des sites de pilotes. Il le dit lui-même. Ça n'a pas révolutionné le monde, mais ça créait du lien. C'était fait pour des humains, par des humains. C'est une super métaphore de l'ancien web. C'était de la curation manuelle. Des bibliothécaires fatigués. Ah, Il fallait ouvrir chaque site, dire « Ok, ça c'est de la science-fiction, ça c'est du sport » et le ranger sur la bonne étagère. mais avec l'explosion exponentielle des pages, c'était intenable. Et le coup de génie de Google, c'est d'avoir remplacé les humains par un algorithme de vote, le PageRank. Ouais. En gros, chaque lien vers ton site était considéré comme un vote de confiance. Plus le site qui votait pour toi était important, plus ton autorité montait. Un système de réputation automatisé, mais ça a créé des sueurs froides aux créateurs de sites. Dans la vidéo, il parle des crawlers, les robots d'indexation. Ah, les fameux bots. L'IA s'en amuse presque en disant que ces crawlers rendaient les webmasters littéralement insomniaques. Tu m'étonnes. Le bot, lui, ne voit pas le design ou les belles couleurs, il aspire le code source, le HTML. Il lit les balises, il prend les liens et il passe à la page suivante. Donc, si le pauvre développeur oubliait de fermer une balise dans son code, Boum, le bot ne comprenait plus rien et le site disparaissait des résultats du jour au lendemain. L'angoisse totale. et c'est cette peur de l'invisibilité qui a accouché d'un tout nouveau métier de l'ombre, le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Patrick prend même le temps de remercier ses petites mains du web dans l'interview. Le SEO, c'était vraiment structurer l'information pour plaire aux machines avant tout. Mais justement, est-ce que ça n'a pas perverti Internet, cette course au SEO? On a vu des millions d'articles bourrés de mots-clés complètement illisibles. On a construit un web pour les robots, au final? C'est vrai qu'il y a eu une période très Far West. Mais l'IA explique bien que la réponse des moteurs a toujours été d'affiner leurs algorithmes pour revenir à l'intention humaine. La fameuse pertinence. Exactement. D'ailleurs, cette quête de pertinence existait déjà dans les années 90 avec les métamoteurs comme WebCrawler ou Dogpile. Dogpile! Ça regroupait les résultats de plusieurs moteurs en même temps pour te donner une liste condensée.
Et ce concept d'agrégation a évolué aujourd'hui vers les moteurs de recherche verticaux. Quand tu cherches un billet d'avion, tu vas sur une plateforme spécialisée, pas sur un moteur généraliste. C'est fou comme tout se connecte. Et ça nous amène directement à la conclusion de l'échange entre Patrick et l'IA. Parce que cette quête de l'intention humaine, elle a touché les limites du code classique. Tout à fait. Et c'est ça qui a ouvert grand la porte à l'intelligence artificielle générative. C'est ce qui boucle la boucle de cette histoire. Dans la dernière partie de la vidéo, Patrick demande à ChatGPT de définir son propre rôle futur. Et l'IA décrit une rupture totale avec les moteurs traditionnels. Elle explique qu'elle ne se contente plus de faire de l'association statistique de mots-clés. Elle est capable de comprendre le contexte et les nuances du langage naturel. Ce n'est plus « je vois le mot banque et rivière, donc je donne un article sur la finance ». Elle comprend que tu cherches la rive d'un fleuve. Elle anticipe les besoins. On passe de la recherche d'un document à la génération d'une réponse directe. Mais là où j'ai été bluffé, et la vidéo le montre bien, c'est l'autocritique de l'IA. Elle ne joue pas à l'outil magique et infaillible. Non, elle admet très lucidement ses propres limites, elle reconnaît qu'elle peut générer des informations fausses, les fameuses hallucinations, et qu'elle manque parfois de la subtilité nécessaire pour des contextes émotionnels très humains. Voir une technologie analyser ses propres failles face à un humain, c'est vraiment puissant. Et c'est un rappel crucial à l'éthique et à la vigilance formulée par la machine elle-même. Ça résume parfaitement tout ce voyage. De l'annuaire manuel bricolé par un passionné, en passant par les nuits blanches des webmasters face aux bots, jusqu'à cet after où un créateur, comme Patrick Apprend, invite sa communauté à discuter avec une IA de sa propre genèse. C'est l'essence même d'une chaîne comme Discussion de Zia, semer cette graine de compréhension pour éviter la fracture numérique. Et ça m'amène à une dernière pensée. Pour ceux